nous sommes dans un monde tellement systémique que si moi je suis en paix, confortable, au chaud, comme vous dites très justement, et que d'autres sont en guerre, ou sont en situation d'extrême pauvreté, de dépérissement, d'insécurité humaine, eh bien, si je m'en désintéresse, à terme, ça va me coûter très cher. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde global. Nous sommes, encore une fois, j'emploie le terme, dans un monde systémique. S'il y a la guerre à côté, et que moi je m'en fous, ça me retombera dessus. C'est-à-dire que la solidarité bien pensée, c'est une solidarité qui va être utile à celle ou à celui avec qui je suis solidaire. D'accord ? Ça, c'est la charité. Mais la nouvelle solidarité, elle n'est pas caritative. Elle est, si je ne me préoccupe pas de la misère ailleurs, un jour je me paierai cher. Soit sous forme de généralisation de la violence, qu'on appelle commodément le terrorisme, soit parce que ça va créer des déstabilisations, des foyers de guerre qui vont finalement m'être coûteux, même si ce n'est pas chez moi. Donc, il faut comprendre, par exemple, que la pérennisation du conflit israélo-palestinien, qui dure quand même depuis 76 ans, il ne faut pas l'oublier, va à moi, petit Parisien douillet, un jour me coûter très cher. Et c'est ce que j'appelle la solidarité égoïste. C'est-à-dire, j'ai intérêt à porter la paix ailleurs parce que c'est la meilleure façon pour moi d'assurer ma tranquillité à terme. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, je vous remercie de l'avoir intégré, il est absolument fondamental, et moi je milite beaucoup pour ça, c'est l'idée d'empathie et l'idée d'identification. Autrefois, quand il y avait la guerre quelque part, ou quand il y avait la souffrance quelque part, on l'ignorait, parce qu'il n'y avait pas d'image, parce qu'il n'y avait pas de communication. Celle ou celui qui mourait de faim autrefois ignorait même qu'il y avait des gens qui mangeaient à leur faim. On considérait que Dieu l'a voulu, en quelque sorte. Maintenant, même le plus pauvre voit le plus riche, parce que même le plus pauvre a les instruments de communication modernes. Et d'autre part, nous, aujourd'hui, même si Israël empêche les journalistes d'entrer à Gaza, nous voyons quand même la souffrance partout. Et ça crée inévitablement des logiques d'identification. Il y a un mot que je déteste et que j'ai encore entendu aujourd'hui, c'est l'importation du conflit israélo-palestinien. Il n'est pas importé, ce n'est pas une machine-outil, le conflit israélo-palestinien. Tout simplement, je m'identifie. Moi qui suis prof à Sciences Po, je vois tous les jours mes étudiants qui sont indignés. Un étudiant de 20 ans, est-ce que vous trouvez extraordinaire qu'il soit en colère face à 45 000 morts à Gaza? Il s'identifie, il dit mais il y a de la souffrance là, moi je ne peux pas supporter. Donc il y a une logique d'identification qui explique d'ailleurs comment il y a une formidable inversion. Moi qui ai vécu le temps de la guerre des 6 jours 1967, à l'époque l'opinion publique elle était de façon très dominante pro-israélienne. Aujourd'hui, les Palestiniens ont gagné la bataille de l'opinion publique. L'opinion publique est de plus en plus favorable à la cause palestinienne. Parce que c'est eux qui souffrent. C'est incroyable de penser qu'il peut y avoir quelque part dans le monde 45 000 morts, dont 17 000 enfants. Je lisais encore dans un journal aujourd'hui que vous aviez chaque jour une dizaine d'enfants qui étaient à l'abandon par jour, une dizaine d'enfants qui étaient dans l'abandon sans soins et qui allaient nécessairement mourir parce que personne ne s'occupait d'eux. Est-ce que vous pouvez supporter ça? Non. C'est ce que le grand Victor Hugo appelait la sympathie des âmes. Bon, ça c'est les logiques d'identification. Et les logiques d'identification, elles vont plus vite que les diplomaties d'État. Une diplomatie d'État, c'est être indifférente. Cause palestinienne, bon. Moi, je me rappelle, il y a encore 2 ans, un haut dignitaire français qui me disait oh, « mais il n'y a plus de problème palestinien, c'est fini ». Bon, ben voilà.
les diplomaties, ça va être des glaçons. Un être humain, non. Alors, vous avez tout à fait raison, moi je partage tout à fait votre point de vue, sur lequel je voudrais notamment reprendre deux de vos éléments. Le premier élément, pourquoi mon hostilité à la géopolitique? La géopolitique, c'est l'anti-humanisme absolu. Et regardez les événements de Syrie. Bon, moi, mon premier réflexe face aux événements de Syrie, c'est un réflexe d'humilité. C'est-à-dire, voilà un peuple qui s'est libéré. Comment journalistes et acteurs politiques, analystes, experts, j'adore ce mot, pas experts, vous avez des gens qui vous parlent de la Syrie, ils n'y ont jamais mis les pieds, mais ils savent tout sur la Syrie, là-bas. Comment présentent-ils les choses? Mais de façon incroyable. C'est, en gros, Erdogan a passé un coup de téléphone à Biden et à Netanyahou, ils se sont mis d'accord pour que, etc. Mais c'est une injure faite aux 12 millions de Syriens. Croyez-vous que le Hayat Tahrir al-Sham aurait pu véritablement, en une semaine, passer de Idlib à Damas s'il n'y avait un terreau social qui favorisait ce mouvement? Cette ignorance du paramètre social au nom de la géopolitique, et qui consiste à prendre 99,9% des humains de cette terre comme étant des pantins dont on tire les ficelles. Or, la réalité est beaucoup plus compliquée que ça. Si vous prenez le printemps arabe, il n'y avait pas de leader, il n'y avait pas de parti, il n'y avait pas d'organisation, c'est parti de la société, c'est parti des échanges, c'est parti de l'émotion, c'est parti de la solidarité, c'est parti de l'exaspération, de la colère, de tout un tas de choses. Donc ça, effectivement, ça me conduit à rejeter la géopolitique et à penser que la paix, elle est à trouver dans les profondeurs de la société et non pas dans quelques êtres cyniques. Ce sur quoi nous sommes tout à fait d'accord. Le deuxième élément qu'il faut mettre en évidence dans cette affaire et qui, là aussi, est toujours laissé de côté, c'est que nous avons une préconstruction de la nature humaine. Et j'aime beaucoup ce que vous dites sur le clash des civilisations. Ça, c'est un modèle extrêmement commode. Extrêmement commode, puisque ça permet en gros de reprendre la théorie de la verticalité, c'est-à-dire il y a des civilisations supérieures à d'autres, voilà, et de considérer que lorsque les civilisations inférieures viennent à s'affirmer, c'est nécessairement de la violence et du terrorisme. Voilà. La réalité est infiniment plus compliquée que ça, parce que chacun recompose sa propre culture à chaque moment. Alors que notre grammaire consiste à essentialiser les choses. Comme s'il y avait dans le monde 5 ou 6 civilisations, c'est d'ailleurs le point de vue de M. Huntington, il y a 5 ou 6 civilisations, mais attendez, moi par exemple, qui suis issu de 2 cultures, j'appartiens à quelle civilisation, hein? Et dans ma famille, il y avait 10 religions, alors je suis où, moi, hein? Je fais partie des non-inscrits de la civilisation mondiale. Enfin, je veux dire, c'est la raison pour laquelle j'ai employé peut-être 50 fois dans mon exposé le terme humain. Il faut réhumaniser les questions internationales pour les comprendre. Encore une question ou... Non? Comment? Non. Non, c'est juste au-delà de l'unification que vous avez parlé tout à l'heure, comment vous voyez l'avènement, la réalité, la mise en place de cette fête et que vous avez décliné. Alors écoutez, d'abord je ne suis pas astrologue. Et donc, j'ai jamais écrit d'horoscope, je ne sais pas ce qui va se produire.
mon livre est plus modeste que ça. Mon livre, c'est de dire, aujourd'hui, voilà ce que veut dire paix, et voilà comment faire pour la construire. Maintenant, qui va gagner? Est-ce que c'est le diable ou est-ce que c'est le bon Dieu? Je n'en sais rien. Vous savez, je passe mon temps à dire aux étudiants que les sciences sociales permettent d'expliquer, elles ne permettent pas de prévoir, parce que l'action passe toujours par le cerveau d'individus, et un individu peut être diabolique. C'est-à-dire même devant l'évidence que la paix est fonctionnelle et rétributrice et plus avantageuse, d'autres peuvent persister dans l'erreur. L'erreur est aussi une des caractéristiques, un des traits humains. Et moi, je suis fasciné par la ressemblance, j'énerve beaucoup de gens en disant ça, donc j'espère que ça ne va pas vous contrarier, puisqu'on a l'air de bien s'entendre, ce serait dommage de se disputer vers la fin, mais je suis frappé par la similitude qu'il y a entre Poutine et Netanyahou. C'est-à-dire des gens qui s'entêtent à considérer que la puissance finit toujours par triompher. Et d'ailleurs, les présidents américains ont toujours été dans cette grammaire. Seulement maintenant, ils n'osent plus faire grand-chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis George W. Bush, les présidents américains, ils sont comme tétanisés. Mais cette façon obsessionnelle de considérer que même quand la puissance ne marche pas, ben, il faut utiliser un peu plus de puissance, cette dialectique infernale, elle est loin d'être anéantie. Donc ma crainte, c'est que on soit encore, et pendant un bon bout de temps, dans cette logique-là. Maintenant, vous savez, une fois, quelqu'un dans une réunion que j'avais tenue comme celle-ci m'avait dit « Mais quel est le chef d'État qui suit votre vision parmi les 193 chefs d'État ?» À part le pape François, je n'ai pas trouvé grand monde. Hein. Et parce que pour la raison que je vous disais tout à l'heure, le prince a peur de ce nouveau monde de paix, parce qu'il ne lui apportera pas les avantages que lui apporte un monde de guerre. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup de votre amitié et du consensus qui semble se dégager. Merci Bertrand Badi pour...